donc une crise d'angoisse, et là, vous prenez conscience du problème, vous le découvrez le problème. Alors, on découvre la gravité du problème. À savoir, on avait bien vu que quelque chose n'allait pas. J'avais rencontré plusieurs fois des enseignants, le professeur principal, pour lui dire qu'Émilie semblait pas du tout épanouie au collège, qu'elle avait peu d'amis, et que ben, souvent elle a été victime de vols, son casier forcé, des choses comme ça, les choses dont elle était obligée de me parler. Donc j'ai demandé aux enseignants d'être plus vigilants, d'être attentifs et de la protéger. Si une fois, il y a un élève qui lui a claqué violemment la porte de la classe sur elle quand elle est entrée, en présence de l'enseignant, qui a, d'après Émilie, rien fait. Donc je suis allée voir l'enseignant, je lui ai demandé une explication et bah non, la personne n'avait rien vu, bien entendu. Apparemment, les enseignants ne voyaient pas grand-chose dans ces établissements. Et donc c'est là qu'on a pris conscience donc, de la gravité du harcèlement, qui était aussi bien psychologique, hein, puisque en fait, Émilie ne correspondait pas du tout aux standards de Notre-Dame de la Paix. À Notre-Dame de la Paix, il fallait porter un sac à main Longchamp, il fallait avoir des vêtements de marque, de luxe. Or, Émilie ne s'intéressait pas aux garçons, elle ne s'intéressait pas aux marques, elle ne s'intéressait pas à ces choses-là. C'était une, c'était une enfant... déjà, elle était première de sa classe, donc c'était pareil, elle était traitée de intellote la plus moche de la classe, intellote, on lui faisait des croche-pieds, enfin, des choses comme ça. Et Elle n'était pas dans le moule. elle correspondait pas elle n'était pas dans le moule. Elle aimait la lecture, elle aimait les animaux, elle avait pour vocation de devenir vétérinaire, ce qu'elle aurait pu devenir puisqu'elle était brillante, hein, c'était une élève brillante, ce qui malheureusement rajoutait au grief des élèves qui la harcelaient, puisque donc il devait y avoir, je suppose, de la jalousie de la part de certains. Et donc on a découvert, elle nous a expliqué qu'en fait depuis la cinquième, donc ça faisait plus de 2 ans, tous les jours, elle devait se cacher dans les toilettes pour avoir quelques instants de répit, ou en haut des escaliers, c'était sa dernière cachette en troisième avant qu'on ne la retire. Mais malheureusement, il y a des garçons de... Parce qu'à Notre-Dame de la Paix, les troisièmes sont dans la partie lycée de l'établissement, donc avec les grands de seconde, première, terminale. Et elle a été également violentée par un groupe de garçons qui a arraché son livre, qui l'a jeté. Vas-y, viens le chercher, etc. Poussée dans les escaliers. Voilà. Donc c'était des violences physiques, c'était des violences psychologiques, clochardes. On lui a craché dessus. Un jour où elle était en pleurs, on lui a demandé si elle voulait un mouchoir et les élèves lui ont jeté des mouchoirs usagés sur le visage, sur elle. Elle a reçu une équerre dans la tête aussi une fois. On lui a collé des chewing-gums dans les cheveux, donc elle est partie aux toilettes pour les retirer avec une paire de ciseaux. Et le lendemain, je crois, sur son sac à dos, on avait de nouveau collé des chewing-gums. Et quand elle est revenue de la récréation, en fait, les bretelles de son sac à dos avaient été coupées et il était écrit au marqueur dessus, celui-là au moins tu ne pourras pas l'enlever, en faisant référence aux cheveux qu'elle avait dû couper. Tous ces éléments, tous ces faits, vous les découvrez dans le journal d'Émilie. Oui. Oui. À part les livres dont elle nous a parlé quand elle était au plus bas dans sa dépression, où elle m'a cité quelques exemples, mais quand j'ai lu June, quand j'ai eu connaissance de ce texte, donc que son papa a récupéré dans son ordinateur après son décès, ça a été... c'était insupportable en fait. J'en ai pleuré pendant plusieurs jours. J'étais partagée entre une douleur indescriptible et puis une colère, puisque à plusieurs moments, et elle précise bien que les enseignants, pas toujours, mais souvent étaient présents et faisaient comme s'ils ne voyaient rien. C'est aussi le sens donc, de ma première question, c'est pourquoi aujourd'hui vous parlez, parce que autour de ces affaires d'harcèlement, il y a, selon vous, beaucoup d'incompréhension et de silence. Moi, je parlerai plutôt d'omerta, et soit d'indifférence, soit les enseignants n'avaient pas le cran, je dirais, de prendre leurs responsabilités et de sanctionner les agresseurs. Enfin, personnellement, je suis une ancienne éducatrice spécialisée.
Sanctionner un élève qui vient de faire une violence, d'insulter, c'est un acte éducatif. Et les enseignants, c'est leur rôle aussi de faire ça. Or là, ce qu'elle me disait quand on l'a interrogée, c'était non, non, bah, ils faisaient comme si de rien n'était, ils se retournaient, puis ils écrivaient au tableau. Voilà. Votre fille est retirée du collège, mais en quelque sorte, elle ne s'en est jamais remise. Malheureusement, donc elle a été suivie par un psychologue, par le médecin traitant et par un psychiatre. Elle a dû subir plusieurs hospitalisations pour des idées morbides et une dépression qui était de plus en plus Profonde. destructrice. En fait ces enfants, d'une part, et le fait qu'elles ne se sentent pas protégées par les adultes qui avaient cette fonction normalement, je pense que tout ce qu'ils lui ont dit sur elle, donc t'es moche, t'es une clocharde, t'es nulle, t'es ceci, t'es cela, en fait, je pense qu'elle a, c'est aussi l'avis du psychologue, elle a fini par intérioriser tout ce qu'on lui a renvoyé pendant tous ces mois, toutes ces années, et elle se considérait comme, effectivement, comme une rien, quoi, comme quelqu'un de différent. À la fin, elle disait qu'elle était folle, qu'elle qu'elle était rien en fait, qu'elle était un déchet, qu'elle était un boulet, qu'elle ne réussirait jamais à... Elle pouvait plus se projeter. En fait, après Notre-Dame de la Paix, elle a fait une tentative dans, un autre, dans la voie professionnelle où elle s'est bien épanouie, comme quoi c'était à la base pas de sa faute. Hein. Des fois qu'on dirait oui, mais c'était elle qui était comme ça déjà. Non, elle a passé un an à Michel Servet en boulangerie-pâtisserie. Pendant un an, elle a été acceptée telle qu'elle était. C'était des enfants issus de tous les milieux sociaux. Il y avait un bon mélange. Et au lieu de se retrouver avec cette espèce d'élite de petites... je ne veux pas dire de gros mots, donc... Prétentieux. Voilà, par exemple. Elle a été acceptée, elle a eu des amis, elle a brillamment réussi son année de seconde. Elle s'est resocialisée. En première, ça a été plus difficile pour des raisons physiques. Elle a eu à nouveau des problèmes de santé, des problèmes de dos, de genoux, et qui lui ont fait revenir sa dépression en fait. Donc elle a dû arrêter sa formation de boulangère-pâtissière. Et c'est là qu'elle a glissé vers la dépression de plus en plus grave, avec des hospitalisations multiples. Et le suicide finalement, dans la mesure où, double échec, elle serait jamais vétérinaire, elle serait jamais boulangère-pâtissière. Elle se sentait différente, elle se sentait moche. Elle a même écrit une phrase dans son journal qui m'a... Quand j'ai lu ça, mais j'en ai pleuré pendant des heures. Je voulais pas que mes parents sachent qu'ils avaient donné naissance à une telle sous-merde. C'est-à-dire que les enfants, les ados, lui avaient renvoyé cette image d'elle-même qu'elle avait fini, c'est la psycho, elle avait fini par intérioriser cette image d'elle-même et elle se considérait comme telle. Donc indigne de vivre, indigne de ses parents et sans aucune possibilité d'envisager un futur, que ce soit faire des études, avoir un travail, fonder une famille. Quand on se sent une sous-merde différente, seule, ça a fini par le drame du suicide. En quelque sorte, elle a voulu aussi protéger ses parents. Ne pas parler, c'était peut-être ça, ne pas... Je ne pense pas parce qu'à chaque fois que j'avais écho, ou pareil pour son papa, d'une difficulté comme quand il y avait des vols ou des choses comme ça, systématiquement on prenait rendez-vous, d'ailleurs j'ai des traces dans les carnets de correspondance, avec les enseignants, je prenais rendez-vous, et aussi lors des rencontres parents-professeurs chaque année auxquelles son papa et moi allions, on leur faisait part, etc. Et elle sait qu'on était derrière, elle savait pourtant qu'on était là derrière elle, qu'on allait la protéger. Et d'ailleurs elle écrit dans son journal à un moment, je savais que si je parlais ce serait encore pire. Elle avait peur, elle avait honte, comme beaucoup de victimes. Et de ce fait, elle nous dit rien. Je pense pas que c'était pour nous protéger, je pense que c'était parce qu'elle avait peur de représailles, elle avait peur de rencontrer dans la rue, et voyant que les adultes ne la protégeaient pas, qu'il y ait une absence de réaction et qu'elle se fasse encore frapper. Elle avait peur et honte. Vous décidez de faire quelque chose de très très fort, hein. Vous décidez de publier en partie son journal. Quand est-ce que se prend cette décision et pourquoi ?
Alors, June, quand son papa m'en a fait part, son papa qui est écrivain, il a dit il faut absolument publier ce journal, c'est ce qu'a dit aussi le médecin traitant, dans la mesure où si elle avait commencé à l'écrire, parce il était inachevé en fait, elle a mis fin à ses jours avant de l'avoir terminé, mais si elle a écrit, c'était pas pour rien. D'ailleurs, sur la première page, elle écrit. En fait, à la base, June, c'est un message, je pense, enfin, on pense que c'était un message d'espoir pour les autres enfants qui vivaient la même chose. Parce elle écrivait battez-vous, vous avez la possibilité de vous en sortir, il faut vous battre. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire, parce que combien d'enfants auraient pu, s'ils n'avaient pas été courageux comme elle a été, combien d'enfants auraient pu tenir pendant près de 2 ans et demi en vivant un quotidien d'enfer, comme elle a pu le faire. Donc c'est qu'elle avait vraiment, c'était une battante, elle était courageuse. Même si elle se trouvait pitoyable, c'était une enfant extrêmement courageuse. Et c'est pour ça qu'on a voulu, d'ailleurs le harcèlement scolaire, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. On a voulu ajouter la pierre d'Émilie à, à l'actualité, au film qui va passer ce soir aussi sur France 3. Et pour nous, c'était d'une évidence qu'il fallait le publier. Parce que je pense qu'on ne peut pas décrire mieux. Quand vous faites la lecture, vous avez l'impression de le vivre. C'est le harcèlement, il est décrit de manière tellement précise, de manière tellement réaliste, que vous êtes obligé de comprendre ce que ça peut représenter et comment ça peut vous démolir un enfant. Votre témoignage, c'est aussi de mettre en alerte éventuellement d'autres parents. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et qu'il n'y a rien d'anodin. Rien anodin. Par exemple, des chewing-gums dans les cheveux, c'est pas anodin. Il peut se passer des choses qui, finalement, si on creuse un peu, peuvent aboutir à un drame. Tout à fait. Ce qu'on aimerait dire aussi, bon là je parle aussi de la part de son papa qui vit sur Paris, c'est que c'est pas parce que votre enfant ne dit rien que tout se passe bien. Au collège, je pense que le pire c'est quand même le collège comme période, où les enfants sont les plus durs les uns envers les autres. Mais d'une part, d'être très vigilant si l'enfant est victime de harcèlement, mais aussi parce que là c'est curieux quand j'en parle à mes collègues, à mes amis, aux personnes autour de moi qui ont des enfants, ils ne perçoivent leur enfant que comme victime potentielle et non pas comme agresseur ou complice. Parce qu'il y a des victimes, mais il y a aussi les harceleurs et les complices, ceux qui voient des choses, ceux qui entendent des choses, mais qui n'agissent pas. Alors après, ils ont leur raison, hein, ils ont peur, ils préfèrent que ce soit elle plutôt que moi. Voilà, je peux comprendre. Mais aussi pour que les parents apprennent, éduquent leurs enfants, pour que leurs enfants ne soient pas des agresseurs ni des complices. Donc pour protéger les enfants et leur apprendre ça. Et également j'espère que vraiment au niveau de la communauté éducative, que les enseignants, les directeurs d'établissement, les CPE, enfin tous les intervenants pédagogiques qui sont dans l'éducation nationale, le rectorat ne nous a jamais répondu, prennent conscience de ce que c'est que le harcèlement scolaire concrètement et qu'il y ait des mesures concrètes. Moi, par exemple, j'ai eu une personne au téléphone hier qui m'a dit oui, moi, ma fille, on était contents parce qu'elle a eu une intervention sur le harcèlement scolaire en 6e. Donc j'ai dit très bien. Ça consistait en quoi? Parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un échange avec les jeunes, c'est de les questionner. Pour vous, qu'est-ce que c'est le harcèlement? De faire un brainstorming, d'en discuter. Qu'est-ce que vous feriez si vous en étiez victime? Si vous assistiez à ça, est-ce que vous en parleriez aux parents, aux professeurs? Pour moi, c'est ça un intérêt. Là, c'est un intérêt pédagogique. Alors là, l'intervention, la réponse de mon ami, c'était ah ben on leur a dit, il y a une affiche collée à l'infirmerie, et si vous avez un problème de harcèlement scolaire, composez le 30-20. Ok, c'est très bien ce numéro, c'est très très bien, il y a des psychologues, il y a des juristes qui aident les familles, les élèves, les enfants. C'est très bien, je trouve ça très bien, mais c'est pas suffisant, c'est pas pédagogique, c'est pas une intervention pédagogique. Après, il y a aussi les conférences, mais les conférences est libre d'y aller qui souhaitent y aller. Les élèves qui n'y vont pas, ils n'ont pas le message. Des choses que vous n'avez pas dites dans cette interview, que vous voudriez mentionner, on a fait le tour.
Prenez votre temps. Une des choses qui m'a beaucoup révoltée aussi, c'était l'inertie des institutions. Alors, il faut savoir que quand on a retiré Émilie de Notre-Dame de la Paix, elle a fini donc sa troisième par correspondance, donc elle est passée en seconde, elle a eu son brevet des collèges. Mais on a quand même rencontré, son père et moi, le directeur de l'établissement, qui semblait empathique, hein, il semblait à l'écoute, etc. Et on lui a demandé d'enquêter pour identifier les agresseurs, parce qu'ils ont les trombinoscopes des classes, ils auraient très bien pu les identifier. Mais euh, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ces élèves sont passés en seconde, aujourd'hui ils ont leur bac. Et quand j'ai ressollicité Notre-Dame de la Paix en 2016, après le suicide d'Émilie, alors coïncidence ou non, j'ai eu une réponse à la fin de l'année scolaire, pour être sûr que ça n'allait pas tomber au niveau de la rentrée des inscriptions. Bon, après, c'est peut-être un hasard, hein, je ne sais pas. Voilà, le rectorat, quand on a dû inscrire Émilie en filière professionnelle, c'était le parcours du combattant, et on a bien mentionné que la raison pour laquelle elle avait quitté NDP, c'était le harcèlement scolaire. On n'a jamais eu de réponse. J'ai écrit au ministère de l'Éducation nationale, donc il y avait une partie oh, nous sommes terriblement empathiques, désolés, nous comprenons, blablabla. Et en gros, ils nous ont écrit que dans la mesure de ça remontait à il y a plus de 3 ans, c'était pas de leur ça leur semblait délicat, c'était le mot, ça leur semblait délicat de mener une enquête. Donc rien de ce côté-là non plus. Donc on arrive à un moment, on en arrive à la justice et au dépôt de plainte, voilà, et c'est ce que nous avons fait. Vous avez déposé plainte quand? Oui. Peu de temps après le suicide d'Émilie, et alors pour ma part, Pour le collège. oui, personnellement, je l'ai fait peu de temps après le suicide d'Émilie, seule, dans un premier temps, et par la suite, son papa, quand il a lu June. C'est là qu'il a pris conscience de à quel point ce qu'elle avait vécu l'avait traumatisée au collège, et que effectivement, même si après, évidemment, il n'y a pas que ça, mais la base de sa fragilité, de sa dépression, de sa phobie scolaire, c'est ce qu'elle a vécu au collège. Donc c'est à ce moment-là que son papa s'est joint à moi et qu'il a aussi porté plainte contre le collège. On va continuer à parler. Patrick va faire des images de vous, ce qu'on appelle des plans de coupe. On peut filmer en gros plan ce que vous,